Bientôt 16h, bienvenue sur BFM TV pour l'après-midi info. À la une de l'actualité cet après-midi, bientôt la fin de la galère dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. Eh bien, la situation est de nouveau normale dans l'Est, rétablie à 70% dans l'Ouest et dans le Nord. Et tout devrait être rétabli lundi matin. Assure la direction de la SNCF. On retrouvera Pierre Barbin pour voir ce qu'il en est à l'heure actuelle, gare Montparnasse à Paris. Inclusion et bienveillance, les organisateurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques font le bilan. Le directeur artistique Thomas Joly répond aux polémiques sur un spectacle jugé subversif par certains. Et une avancée jugée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. De l'ADN de l'adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin il y a 10 mois a été retrouvée dans une voiture découverte dans le sud de la France. Mais tout d'abord et au lendemain de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques grandiose et menée sans accroc, eh bien dans les gares, la SNCF, elle, est toujours à l'œuvre pour rétablir le trafic à la suite du sabotage géant de la nuit de vendredi à samedi. Oui, l'axe atlantique a été le plus touché par les perturbations. Pierre Barbin, vous êtes à la gare Montparnasse, dont les trains partent dans cette direction. La situation rentre petit à petit dans l'ordre ? Oui, mais ça reste encore compliqué ici à cette gare Montparnasse. C'est vrai qu'on voit beaucoup de monde à l'intérieur de cette gare qui patiente, attend de longues minutes, voire plusieurs heures parfois, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de retard sur certains trains, 1h30, 2 heures pour certains trains en direction notamment soit de la Bretagne, soit de l'axe atlantique, direction Bordeaux ou Bayonne. C'est vrai qu'on voit parfois de la lassitude chez les gens. En fait, il y a 7 trains sur 10 qui circulent aujourd'hui depuis cette gare Montparnasse. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que ces TGV ne prennent pas la ligne à grande vitesse, ils prennent des lignes classiques, ce qui forcément prend plus de temps pour ces trains. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure le ministre des Transports démissionnaire, accompagné de Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Donc il y a beaucoup de voyageurs qui patientent, comme je vous l'ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine philosophie. On patiente assez sereinement, on fait avec. C'est ce que nous expliquent en tout cas ces voyageurs. Écoutez au micro de Baptiste Deveau. Du coup, là, moi, ça fait un peu plus d'1 heure que j'attends à la gare. Et le train a été retardé 2 fois. Donc, j'espère qu'il ne va pas être retardé une 3e fois. Tout le monde est un peu dépité de la situation. C'est de la faute de personnes ou en tout cas des gens qui ont commis ces actes de malveillance. Et voilà, donc on attend. Mais sinon, les gens ont l'air assez sereins et juste attendent. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que les équipes de la SNCF travaillent toujours d'arrache-pied pour rétablir au plus vite la situation. Il y a donc encore des perturbations aujourd'hui. Il y en aura encore également demain dimanche. Mais le PDG de la SNCF promet que ce sera tout rétabli lundi. Merci beaucoup pour ces précisions, Pierre Barbin, avec Corentin Préat en direct de la gare Montparnasse. Et justement, on va voir comment ça évolue cette situation, puisque sur cet axe atlantique, ce sont donc 7 trains sur 10 qui circulent désormais. Vous allez le voir, avec un retour également à la normale sur l'axe nord, avec le même taux de trafic, 7 TGV sur 7. Et puis la situation totalement rétablie sur l'axe est vers Strasbourg, mais tout de même un peu de retard dans les trains. Le trafic qui devrait être totalement rétabli lundi matin. Écoutez Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Il se félicite du travail accompli par ses équipes. On s'est mobilisé, je l'avais dit, c'est notre devoir. On a rempli notre devoir. Les agents de réseau sont admirables. Dans tous les endroits de sabotage, ils ont travaillé depuis hier matin en 3-8. En particulier cette nuit, vous imaginez des projecteurs, il n'y a pas d'éclairage quand on est le long des voies, sous la pluie, et ils ont rabouté les fils un par un. Leur travail acharné a porté ses fruits, puisque ce matin on avait la bonne nouvelle d'avoir retrouvé un service normal sur l'est de la France. Voilà, donc on a le sud-est et l'est qui marchent bien. Et on en parle avec notre invité François Delettra, président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a 28 000 km de voies ferrées en France. Est-ce que c'est si facile pour n'importe qui de saboter des lignes ferroviaires ? Alors quand vous êtes sur des trains classiques, c'est très compliqué de
saboter des lignes ferroviaires, parce que si vous sabotez un endroit, le train peut rouler avant et le train peut rouler après. Regardez ce qui se passe en Ukraine, les Russes attaquent les voies ferrées et les trains continuent à rouler parce qu'il suffit de réparer l'endroit où c'est impacté. Pour le TGV, c'est un peu différent parce que le TGV a un système embarqué de signalisation et que toutes les informations qui circulent tout au long de la voie transitent par des câbles. Et donc, les malfaiteurs ne se sont pas attaqués aux voies ni à la caténaire, mais ils se sont attaqués aux câbles et donc au système de signalisation. Et comme le TGV roule trop vite, il n'y a pas de panneau de signalisation le long de la voie parce que le conducteur ne le verrait pas. Il a un système embarqué informatique et donc c'est pour ça que c'est le maillon faible du système, on va dire. C'est son avantage, mais c'est son maillon faible. Ce sont des sabotages qui se sont produits sur un week-end important de départ en vacances. 800 000 voyageurs à peu près ont été impactés. Retour à la normale, pour eux aussi, une partie de ces 800 000 voyageurs a pu malgré tout arriver à destination? Alors, c'est pas ont été impactés, c'est sont impactés pendant le week-end. Il n'y avait pas 850 000 voyageurs prévus samedi, hein, sinon il y aurait fallu des milliers de trains. Donc, c'est surtout le week-end. Et c'est sûr que malgré les prouesses de la SNCF, qui faut le dire, sont extraordinaires, il y a quand même 100 000 passagers qui sont restés sur le carreau. Alors, au niveau des infrastructures, qu'on comprenne bien, donc là, ce sont des câbles qui ont été sectionnés, incendiés, il y a aussi des postes d'aiguillage. Comment est-ce qu'en temps normal, ces infrastructures, en tout cas les plus sensibles, sont protégées ? Alors, elles ne sont pas protégées, il faut être honnête. Il y a des drones qui circulent. Tous les matins, il y a du personnel de la SNCF qui passe. Il y a un train qui roule à vide le matin. Et il y a les gendarmes qui essayent de voir quand il y a des gens bizarres qui sont au bord des voies. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas surveiller les 3000 km de réseau à grande vitesse en France. Il est déjà grillagé. Donc, ça veut dire que pour y aller, il faut sectionner les grillages. Il faut vraiment un acte volontaire. Toute la protection qui existe aujourd'hui, c'est pour éviter des actes involontaires, c'est-à-dire quelqu'un qui s'aventurerait sur la voie sans vouloir. Mais il est irréalisable de protéger les 27 000 km de voies françaises. C'est comme si on voulait sécuriser toutes les départementales et toutes les nationales, c'est pas possible. Pas possible de sécuriser, ce sont donc des sabotages qui ont déjà eu lieu par le passé? On a eu quelques exemples il y a quelques années où des gens avaient accroché des morceaux de fer sur les caténaires, ce qui avait provoqué des accidents. On est à l'abri de rien, mais bon, on est quand même en France, on est dans une démocratie, on n'est pas en guerre. On peut pas tout protéger tout le temps. Le risque zéro n'existe pas. Il faut être lucide. Hein. Merci beaucoup François Delettra, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, pour toutes ces précisions. Et on va prendre la direction du terrain pour retrouver Théo Touché. Vous êtes dans l'Eure-et-Loire, justement, à Coutalin, qui est l'un des postes d'aiguillage qui a été saboté. Alors comment est-ce que ça se déroule, ces opérations de réparation à l'heure actuelle ? Oui, les équipes de la SNCF qui sont à pied d'œuvre, vous les voyez sous ces tentes en train de réparer les câbles. Une 60aine de câbles endommagés par ce sabotage. Et pour vous donner une petite idée, chaque câble, c'est une 50aine de fils à vérifier, à inspecter et à reconnecter un par un s'ils sont endommagés. C'est donc un travail qui va prendre du temps avec environ une 100aine d'agents déployés tout le week-end et aussi un travail de la plus haute importance. Pourquoi ? Parce que c'est ici que se rejoignent deux lignes TGV vers Paris, celle de Bordeaux et celle de Rennes. C'est-à-dire que si le réseau ferroviaire est impacté juste ici, c'est tous les voyageurs de l'axe atlantique qui vont être impactés. Impactés par ce sabotage, je vous le rappelle, qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de 4 h du matin. Un ou plusieurs individus auraient sectionné le grillage de ce site très surveillé et ensuite déclenché un incendie au niveau de ce chemin de câbles électriques. Alors aujourd'hui, le trafic revient progressivement à la normale. On voit d'ailleurs quelques trains qui passent parfois à vitesse très réduite. Des tests sont encore prévus cette nuit. L'objectif, c'est un retour à la normale complet d'ici lundi. Alors comment partir en vacances malgré tout, malgré les perturbations dans les trains? De nombreux passagers ont dû trouver un moyen de transport alternatif pour ne pas perdre davantage de leur congé. Pierre Desmith avec Bérangère Cana. Ces voyageurs en transit à Paris se sont rués dans une agence de location de voitures pour rejoindre leur destination finale. Mon train était annulé, les voitures, il n'y en a plus dans les agences de location. Et puis ce qu'on trouve maintenant, c'est 500 € la journée. Et ben là, ça fait depuis 1 heure qu'on cherche une voiture. Je vais y aller en avion, en bateau c'est compliqué. Ouais. Garder le sourire à tout prix malgré les difficultés pour ce groupe d'amis de retour de Thaïlande.
Pour se rendre à Nantes, ils devront terminer leur trajet en bus. Solution de repli, nous voilà à Orly. On a trouvé un flexibus qui va nous emmener jusqu'à Nantes avec un changement à Angers, donc un retour très très long. Ce couple de Japonais, eux, devait se rendre à Bordeaux depuis Paris pour assister à des épreuves olympiques. Nous avions 2 choix pour nous rendre à Bordeaux, l'avion ou le bus. Mais l'avion était trop cher. Si le trajet en bus est plus long, il est souvent moins cher que le train ou l'avion. Alors de nombreux voyageurs se sont rabattus sur ce moyen de transport. On constate effectivement depuis ce matin une hausse des demandes d'à peu près 25% sur nos sites internet, donc des recherches. Et on a vu sur certaines lignes des hausses de réservation de l'ordre de 15 à 20%. Au total, ce sont plus de 800 000 passagers qui sont impactés par l'attaque massive contre le réseau TGV et les annulations qui en ont résulté. Et donc pour ceux qui prennent la route, attention, parce que le trafic est très chargé. On est en plein week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Regardez, Bison Futé voit noir sur toute la France dans le sens des départs aujourd'hui. Et c'est rouge dans le sens des retours, sauf vous le voyez en Ile-de-France où ça reste noir, très compliqué. On va retrouver Damien Charton sur la route justement, sur l'A7, aire de Saint-Rambert-d'Albon, c'est dans la Drôme. Comment est-ce que ça roule, Damien ? C'est difficile, surtout au sud de Saint-Rambert-d'Albon, à partir de Valence jusqu'à Orange. Les temps de trajet pour faire Saint-Rambert-d'Albon-Orange sont multipliés par 3, quasiment 3 heures au lieu d'1 heure, annoncé Vinci Autoroute il y a un petit moment, il y a à peine 3/4 d'heure. Évidemment, les vacanciers dans le sens des départs prennent leur mal en patience, ont leurs petites choses pour faire passer le temps. Écoutez ceux qu'on a interviewés sur l'aire de Solèze, un petit peu au sud de Lyon, avec Mathias Sarès. Ouais, ça se passe pas trop mal, oui. On a un petit peu de ralentissement ici à quelques kilomètres, mais sinon ça roule. Voilà, on a fait en deux étapes. Ici, il nous reste encore 200 km à faire. Oui, on s'arrête plus ou moins toutes les heures et demie pour les chiens. Nous, ce serait plus facile, on viendrait en une fois, mais avec les chiens, voilà, on doit s'arrêter toutes les heures et demie. Dans le sens des retours, donc ça va bloquer sur Lyon, autour du tunnel de Fourvière. C'est demain également, la journée va être difficile dans le sens des retours. Il est déconseillé de ne pas passer dans la région lyonnaise entre 10h et 18h. Et puis dans le sens des départs, évidemment, il faut éviter Orange-Marseille ce soir entre 16h et 18h. Et la pause toutes les 2 heures. Merci Damien Charton avec Mathias Arès sur l'A7 pour BFM TV. Dans l'actualité également, peut-être une lueur d'espoir avec cette avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de Lina. L'annonce encourageante vient de la procureure de Strasbourg. Oui, de l'ADN de la jeune fille de 15 ans dont la trace a été perdue il y a 10 mois près de sa résidence de Plaine dans le Bas-Rhin. Son ADN a été découvert dans un véhicule volé retrouvé dans le sud de la France. Milan Argelas. Il s'agit sûrement de l'avancée la plus importante depuis la disparition de l'adolescente. L'ADN de Lina, 15 ans, a été détecté hier dans un véhicule volé retrouvé par les enquêteurs, près de là où l'adolescente avait disparu. L'ADN de Lina a été retrouvé, mais on peut supposer également que d'autres ADN ont été retrouvés. Et ça, c'est tout aussi important parce que le fait de savoir que Lina est passée dans ce véhicule, c'est une chose. Le fait d'avoir d'autres ADN indiciels peuvent orienter vers des protagonistes. Selon la procureure de Strasbourg, la découverte de l'ADN de l'adolescente dans ce véhicule devrait permettre de localiser Lina. L'espoir renaît chez ses habitants de Plaine, commune où vivait l'adolescente. Aujourd'hui, on a la preuve comme quoi une enquête, elle n'est jamais finie. Et on espère toujours qu'elle soit en vie. Maintenant, une réponse, ce sera la plus belle des choses déjà. J'espère qu'elle va être retrouvée. C'est ça. C'est ça l'importance pour la maman, voilà, les parents. Les investigations se poursuivent pour comprendre dans quelles circonstances l'adolescente est montée dans le véhicule. Lina, 15 ans, avait disparu en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, sans laisser de traces, malgré les nombreuses recherches effectuées. Dans l'actualité, cette cérémonie des Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques hier soir, spectaculaire, avec au menu de la diversité sous toutes ses formes. Un show mis en scène par Thomas Joly. Alors féminisme, queer, métissage, cet hymne à la tolérance a parfois été jugé subversif. Écoutez son directeur artistique qui s'en explique en conférence de presse.
Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, eh bien, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... nous avons en tout cas voulu, nous, conjointement, inclure tout le monde. Voilà. Inclure tout le monde. Et parmi les artistes, les nombreux artistes qui se sont produits hier, vous n'avez pas pu oublier la prestation de Philippe Catherine. Bonjour Philippe Catherine. Vous nous faites un honneur aujourd'hui d'être notre invité sur BFM TV. Alors, vous êtes actuellement au Club France, hein, on vous retrouve là-bas. Bon, on voit que déjà vous avez changé de couleur, vous n'êtes plus bleu hier. Justement, alors on va déjà revenir sur cette polémique, sur ce spectacle jugé trop subversif. On a entendu les explications de Thomas Joly. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, je n'ai pas compris. Pardon? Alors, oui, Thomas Joly, excusez-moi, j'ai pas compris la question. Oui, voilà. Alors, Thomas Joly s'est expliqué sur cette polémique d'un spectacle jugé trop subversif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce spectacle hier? Comment vous l'avez vécu? Oh, moi, j'ai très bien vécu. J'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu. Alors, j'ai eu le temps de le voir. J'ai trouvé ça très, très fou, libre, frais surtout. Et après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé évidemment son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc, évidemment, c'est l'évidence qui a parlé hier. Alors, vous nous direz juste... Nakamura avec la garde républicaine, franchement, c'était une grande joie. Vous parlez d'évidence, Philippe Catherine. Oui. On va revenir sur votre costume de scène. Vous êtes apparu sous une cloche, Dionysos nu, le corps peint en bleu au milieu d'une corbeille de fruits. C'était quoi l'inspiration? Dites-nous l'évidence. Moi, j'ai apporté ma chanson. Je leur ai fait écouter parce que le nu, évidemment, rejoignait les origines des Jeux Olympiques. Les premiers athlètes en Grèce étaient nus. On le voit sur les peintures, les gravures de l'époque. Et j'ai apporté cette chanson, ils ont voulu la jouer. Et après, je me suis abandonné aux équipes. Alors, ils ont voulu me peindre en bleu. Je me suis abandonné complètement à leur fantasme. Et j'en étais très heureux. Et le public était également très heureux de vous voir aussi libre hier sur scène avec ce Luxor J'adore revisité, mixé justement avec votre nouveau single à un nu. Alors les spectateurs étrangers n'ont pas tous bien saisi. Donc là, vous nous avez expliqué l'inspiration, la nudité des premiers athlètes des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces étrangers, parfois, à la télé, n'aient pas compris ce plaidoyer pour la paix que vous avez voulu faire passer? Déjà peut-être la barrière de la langue. On avait demandé des sous-titres, mais je suis pas sûr que le CIO ait accepté. Même ils ont refusé parce que la chanson dit quelque chose de très simple. Il n'y aurait pas eu de guerre si on était resté tout nu. Et d'ailleurs, où cacher un revolver quand on est tout nu? Bon, c'est une question simple, mais c'est un message, disons, de paix, et puis l'idée que, au fond, les premiers hommes seront peut-être les derniers, peut-être que l'avenir sera naturiste, si on va vers la décroissance. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien. On a un petit peu envie des coulisses aussi, Philippe Catherine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Thomas Joly, avec ses équipes pour mettre en place ce tableau? C'est-à-dire que chacun travaillait atelier par atelier, j'allais dire. Donc moi, je n'ai pas rencontré beaucoup d'autres artistes. Je crois que les pièces du puzzle se sont rassemblées hier soir, à la surprise de tous, et peut-être même des concepteurs de cette cérémonie. Donc c'est la seule et unique fois où ça pouvait être joué dans cet endroit. Donc c'est vraiment de l'ordre de la performance unique. Donc c'était vraiment atelier par atelier. Il y a eu une ou deux répétitions, pas plus.
Alors quand même, la petite différence, parce qu'on va parler dans un instant de ce qui attend aussi. Il y a votre album qui va sortir en novembre, et puis vous allez faire ensuite une tournée des Zéniths en avril 2025. Mais là, ce que vous avez vécu hier, c'est quand même exceptionnel. Plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier devant leur télévision pour assister à ce spectacle retransmis partout. C'est un trac particulier pour vous ? C'était même pas un rêve, c'était que en tant qu'exhibitionniste de nature, dès qu'il y a une caméra, un appareil photo, devant 2 milliards de personnes, c'est vrai que j'étais servi, comblé d'un point de vue personnel. Je crois que j'aurais de la difficulté à aller plus loin dans le fantasme. Mais voilà, moi j'étais une pièce dans le rouage. Ce qui m'a impressionné surtout dans cette cérémonie, c'est de voir les athlètes. Et puis alors j'ai regardé à la télé, c'est vrai que voir Zinedine Zidane, Laura Flessel, Laure Manodou, tous ensemble, Tony Parker, je trouvais que la fin avec ces athlètes en blanc qui se passaient le relais, c'était très émouvant. D'ailleurs c'était très simple comme tableau, mais c'était magnifique. Une cérémonie d'ouverture suivie par 22 millions de Français devant leur télé hier soir, avec un moment suspendu, magique, et cette prestation de Céline Dion. Ah oui, un point d'orgue magistral avec la star canadienne qui a chanté du haut de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, regardez ce qui a intéressé les fans de la star canadienne, qui n'avait pas rechanté depuis 4 ans quand même, il faut le souligner. Eh bien, c'était son départ, ça y est. Céline Dion a quitté son hôtel parisien après cette prestation donc incroyable hier. On précise tout de même qu'elle a chanté gratuitement pour ces Jeux Olympiques. Voilà, pour les dernières images parisiennes de Céline Dion. Et puis, également, ses déclarations, puisque vous l'avez suivi juste avant le chant de Céline Dion. Il y a eu ce dernier relais des athlètes un peu stars des Jeux Olympiques. Et parmi eux, il y avait évidemment David Douillet qui dit son émotion d'avoir pris lui aussi part à la fête. On écoutera David Douillet peut-être un peu plus tard. On va retrouver tout de suite notre ami Antoine Forestier, parce que c'est vrai, il faut le préciser. C'est important, c'est aussi le sport, les JO. Et Antoine, vous êtes au Stade de France, puisqu'aujourd'hui, c'est joué la demi-finale France-Afrique du Sud de rugby à 7. Et les Français, les Bleus, l'ont remporté sur les Springboks 19-5. On imagine que les supporters des Bleus sont ravis de cet accès à la finale. Oui, c'est une victoire historique, il faut bien le dire. Jamais la France n'avait remporté de médaille dans ce sport. Alors malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle médaille. Ce sera soit l'or, soit l'argent. Mais on se contente déjà de cette bonne nouvelle, cette qualification pour la finale après cette victoire en demi-finale face au Springbok. Vous l'avez dit, 19-5. C'est notamment grâce à Ryan Rebadge et également au Réunionnais Jordan Sefo qui a marqué le 3e essai que la France a réussi à se hisser jusqu'à la finale. Il y avait quasiment 80 000 supporters à l'intérieur du stade. Une chaude ambiance pour supporter les Bleus qui, dans ce tournoi olympique, historiquement n'avaient atteint que la 7e place. C'était à Rio en 2016. Ils ne s'étaient pas qualifiés lors de l'édition suivante, mais ils l'avaient bien dit, lors de ces Jeux à Paris, ils souhaitaient absolument aller jusqu'à potentiellement la médaille d'or. Alors contre qui joueront-ils? C'est le vainqueur du match Fidji-Australie qui a lieu en ce moment même, qui se ira jusqu'en finale. 7-7 à la mi-temps. On saura dans quelques minutes contre qui la France jouera en finale. Cette finale, elle se disputera ici même au Stade de France aux alentours de 19h45. Antoine Forestier, vous étiez avec Tom Beck au Stade de France. Donc, aux États-Unis, la Californie et l'Oregon sont en proie aux flammes. En ce moment, le premier méga feu de la saison s'est déclenché ce mercredi dans un parc près de Chico, dans une ville au nord de Sacramento. Ouais, le feu, ce méga feu qui progresse très vite à la vitesse de marche d'un homme. Reportage de Mathilde Couvillier-Flournoy. Les incendies sont incontrôlables. Ici, en Californie, on ne distingue plus le ciel à travers l'épaisse fumée orangée. Les flammes ont d'abord touché la forêt avant d'atteindre les habitations. Environ 4000 personnes ont été forcées d'évacuer la zone. À la seconde où je sors de chez moi, 2 officiers de police arrivent et me disent de quitter les lieux immédiatement. J'ai pris en vitesse quelques affaires que j'ai mis dans la voiture et je suis parti avec mon chien.
Je déteste cette situation. Le feu, voir la douleur que les gens vivent autour de moi. Certaines personnes souffrent profondément de ces feux. Je n'ai pas perdu grand-chose, mais d'autres ont perdu un membre de leur famille, un animal de compagnie ou leur caravane. Comparé à ces gens, j'ai eu beaucoup de chance. Il s'agit du premier méga-feu de la saison dans l'Ouest américain, qui a déjà ravagé plus de 720 km² de forêt, soit l'équivalent de 7 fois Paris. Ces incendies grossissent dangereusement malgré l'intervention des 1700 pompiers dans la région. La Californie n'est pas le seul État touché. L'Oregon concentre à lui seul plus d'une trentaine d'incendies. Beaucoup d'incendies se déclarent plus tôt dans la saison et les combustibles sont extrêmement secs. Les incendies vont naturellement prendre un peu plus d'ampleur en raison de la sécheresse, de la chaleur et du vent qui ont régné ces derniers temps. Les fortes chaleurs de l'Ouest américain ne seraient pas les premières responsables de ce méga-feu. Selon les autorités locales, l'incendie serait criminel. Un homme a été placé en détention provisoire après avoir été vu en train de pousser une voiture en feu dans un ravin. Passez à votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. Mais oui, c'est vos vacances, le point sur le trafic en ce week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Bison futé, voie noire sur toute la France dans le sens des départs ce samedi. C'est rouge dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France où ça reste noir. Soyez donc prudents, pensez aux pauses toutes les 2 heures et surtout aux vérifications d'usage de votre véhicule. Bérangère Cana, Marjorie Marciac. Un dernier coup d'œil sur le moteur avant de prendre la route. Pour la sécurité de moi et puis des autres autour de moi, des autres voitures. C'est une obligation. Pourquoi ? Pour la sécurité. Et avec mes enfants aussi, je ne peux pas prendre des risques. Une sécurité assurée par Guillaume et son équipe. Oui, vidange, pneumatique et effectivement freinage. En période de forte activité, nous avons effectivement des effectifs qui sont gonflés. Une première étape de contrôle, la pression des pneus. Et surtout d'éviter des éventuels éclatements et de surconsommation, puisque avec l'état des routes, si le pneu était sous-gonflé, vous risquez potentiellement un éclatement du pneu et d'être bloqué sur l'autoroute. Et ensuite, c'est sous le capot de la voiture que Guillaume va faire les dernières vérifications. Donc là, vous avez l'huile qui doit se situer entre ces parties-là. Si effectivement vous n'avez pas assez d'huile dans le moteur, le principal risque c'est que le moteur casse. Important de vérifier toujours le niveau de l'huile, voire avoir un bidon d'huile pour réajuster si besoin, si le véhicule consomme un peu sur la route. Sans oublier l'huile pour le lave-glace et le liquide de refroidissement. C'est des choses qui sont complètement à la portée de tous pour regarder, pour être tranquillisé si malheureusement vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous ou venir avant faire l'entretien de votre véhicule dans un garage. Des petits gestes simples qui peuvent vous éviter un dépannage avec des tarifs qui ont grimpé d'environ 4% depuis un an. Vous avez regardé votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Regardez la météo en bonne compagnie avec la compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Et nous avons toujours ce même front qui ondule depuis hier sur le pays, de l'ouest à l'est, cette bande nuageuse qui recouvre complètement la moitié nord du pays. Donc sous ces nuages, quelques précipitations toujours bien présentes, surtout sur le centre, l'Île-de-France et en direction du nord-est. On pourrait aussi avoir quelques averses orageuses sur le centre-est, le nord-est également dans le courant de l'après-midi. Demain matin, vous le voyez, il restera encore les traces de cette humidité sur le centre-est, encore quelques pluies sur le sud de l'Alsace. Nous retrouverons un ciel bien voilé sur le sud-ouest, du côté du Limousin également. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé. Petit bémol, toutefois, près des côtes de la Manche, là,
Pas mal de nuages bas, de plaques de grisaille, mais dans le courant de l'après-midi, eh bien, ce ciel mettra tout le monde d'accord. On sera tous logés quasiment à la même enseigne. Du soleil, un ciel variable. On aura juste sur les reliefs quelques averses orageuses possibles qui pourraient se déclencher dans le courant de l'après-midi. Vos températures, on les découvre. Là aussi, on va les surveiller. Ces températures, elles vont bien évoluer dans ces prochains jours. Elles restent un peu fraîches. Demain matin, 9 degrés à Cherbourg, 12 à Paris, déjà 24 à Nice. Ça commence à monter sur les régions du sud et regardez dans l'après-midi, 36 degrés, la hausse s'installe, se met en place là aussi du côté de Toulouse, 35 à Marseille, 34 à Grenoble, il fera 26 à Paris. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec la compagnie des déboucheurs. C'est un bravo, super. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. 16h28 sur BFM TV. Merci d'être fidèle à l'après-midi info. Une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de Lina, l'ADN de l'adolescente retrouvée dans une voiture. De quoi permettre de localiser la jeune fille, dit déjà la procureure de Strasbourg. Les dernières informations avec nos équipes en Alsace et analyse en plateau. Bientôt la fin de la galère sur les TGV. Après les sabotages massifs d'il y a 2 jours, la situation est de nouveau normale dans l'Est et 7 TGV sur 10 circulent désormais sur les axes ouest et nord. Retour à la normale partout en France, prévu lundi d'après le PDG de la SNCF. Et puis au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la flamme, la vasque vole maintenant au-dessus de la capitale. Les curieux peuvent aller l'admirer au jardin des Tuileries. Mais d'abord, donc, une découverte importante dans les recherches de Lina, 15 ans, disparue en septembre dernier en Alsace. L'ADN de l'adolescente a été retrouvé dans une voiture volée. Une avancée majeure, ce sont les mots de la procureure de Strasbourg. La jeune fille de 15 ans avait été aperçue pour la dernière fois à Plaine, dans le Bas-Rhin. Élise Phillips, vous êtes sur place pour BFM TV et c'est donc un rebondissement qui donne un nouvel éclairage à cette enquête. Oui, tout à fait, une avancée majeure, très importante dans cette enquête qui dure maintenant depuis 10 mois, puisque, vous le disiez à l'instant, l'ADN de la jeune fille a été retrouvé dans un véhicule. On sait que ce véhicule est une voiture volée qui était recherchée par les enquêteurs depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, et qui a été retrouvée il y a peu. Cette voiture, on sait aussi que le jour de la disparition de Lina, elle a borné dans le périmètre de la disparition, et donc elle a été retrouvée il y a quelques semaines par les enquêteurs qui ont très rapidement envoyé ce véhicule aux enquêteurs de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs à Pontoise, en région parisienne, ont réalisé de nombreux prélèvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle notamment, et ils ont obtenu des résultats assez probants puisque les analyses montrent que l'ADN de la jeune fille a été retrouvé sur plusieurs supports de l'habitacle, et donc les enquêteurs en concluent que la jeune fille a été transportée à un moment ou à un autre dans cette voiture. C'est donc une avancée majeure dans cette enquête qui dure depuis le 23 septembre dernier, et la procureure de la République de Strasbourg termine même son communiqué hier soir en précisant que selon elle, ces avancées devraient permettre de localiser la jeune fille, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ici à Plaine et à Saint-Blaise-la-Roche, que l'on connaît bien, on vient régulièrement depuis le début de la disparition de Lina, et bien personne ne s'attendait à cette nouvelle. On a pu discuter notamment avec 2 témoins, 2 hommes qui ont vu la jeune fille, qui disent avoir vu la jeune fille le jour de sa disparition. Et ces 2 témoins, notamment l'ancien maire de Plaine, nous a expliqué qu'il était satisfait de cette avancée, mais tout le monde reste prudent parce que il y a eu plusieurs rebondissements au cours de ces derniers mois dans cette enquête. Il y a eu des gardes à vue, il y a eu des fouilles dans des maisons, dans des véhicules qui, pour l'instant, n'ont rien apporté de probant. Donc tout le monde reste prudent, surtout qu'il reste encore beaucoup de questions. Le communiqué de la procureure de la République de Strasbourg ouvre beaucoup de portes. On ne sait, par exemple, pas à quels endroits précisément du véhicule l'ADN de Lina a été retrouvé, ce qui pourrait donner une indication sur le scénario du 23 septembre dernier. Est-ce que c'est un enlèvement ou est-ce que la jeune fille est rentrée de son plein gré dans la voiture? On ne sait pas à qui appartient cette voiture, qui était au volant le jour de la disparition. Donc beaucoup de questions encore qui restent en suspens et que les habitants de Plaine et la famille, bien sûr, de Lina espèrent voir résolues, en tout cas obtenir des réponses dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV, nous a rejoint. Bonjour Pauline. Bonjour. Cela faisait 10 mois maintenant que les investigations piétinaient jusqu'à donc cette découverte, l'ADN de Lina retrouvé. C'est déterminant dans l'enquête? C'est déterminant, c'est surtout l'avancée la plus importante dans ce dossier depuis sa disparition. C'était le 23 septembre 2023. Souvenez-vous, Lina envoie un message et le téléphone cesse d'émettre. D'abord, des témoins la voient sur la route entre 11h15 et 11h30. Ce sont les dernières traces de la jeune fille et son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Jusqu'à cet ADN retrouvé dans cette voiture volée 10 mois plus tard. C'est dire l'importance de cet élément. Les enquêteurs, ils cherchaient cette voiture en particulier en octobre et bien après. Souvenez-vous, il y avait eu beaucoup de vérifications, des perquisitions, le domicile d'un professeur qui avait été inspecté, des gardes à vue aussi en mars dernier. Un couple de septuagénaires disait avoir vu Lina. Un autre homme avait été entendu, avait été ensuite réauditionné, mais ça ne donnait rien, il n'y avait pas de débouché. Et aujourd'hui, oui, on peut le dire, c'est une avancée majeure, si importante que la procureure s'avance en disant qu'elle devrait permettre, je cite, de localiser Lina. Alors justement, Pauline, l'enquête se poursuit. Qu'est-ce que cette découverte va changer dans la suite de ces investigations? Alors l'objectif principal, évidemment, c'est de retrouver et de localiser et de retrouver Lina. On l'a vu dans le communiqué de la procureure, elle est très optimiste, la procureure. Le second objectif, c'est de savoir qui se trouvait dans la voiture avec elle. On imagine que les experts de l'IRCGN travaillent pour isoler d'autres ADN, celui du propriétaire, mais aussi celui de tierces personnes qui ont pu conduire le véhicule. Donc, isoler cet ADN d'abord si c'est possible, si c'est exploitable, voir si cet ADN est connu dans les fichiers des empreintes génétiques pour en connaître le propriétaire. C'est évidemment l'une des pistes de travail sur lesquelles travaillent les enquêteurs. Mais il reste beaucoup de questions aujourd'hui. Quel lien y avait-il entre Lina et la personne qui conduisait ce véhicule? La connaissait-elle? Est-elle montée dans la voiture de son plein gré ou a-t-elle été contrainte? Voilà, beaucoup de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Oui, beaucoup de questions réveillées avec cette découverte, mais malgré tout, c'est une enquête de temps long. Ça fait 10 mois maintenant que la jeune fille est portée disparue. Une cellule d'enquête est toujours active. Oui, c'est la même cellule qui a été ouverte en octobre dernier. Ce sont des enquêteurs qui travaillent à plein temps sur cette disparition. Ils sont une vingtaine d'enquêteurs et un profiler. Cette cellule, elle est toujours active. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui avec cette avancée majeure. Et les gendarmes travaillent en binôme avec cette cellule et explorent diverses thématiques. L'environnement, notamment numérique, de Lina, on le sait, elle était particulièrement connectée, donc il y a une attention particulière à tous les messages qu'elle a pu envoyer ou recevoir. Ils épluchent les bornages téléphoniques, les caméras de vidéosurveillance, les témoignages. C'est un travail de fourmi colossal, mais vous voyez qu'il finit par payer. Ils peuvent bénéficier aussi d'un renfort opérationnel de l'IRCGN. On le rappelle, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et jusque-là, ils n'ont jamais rien trouvé, mais avec cet ADN, eh bien, l'espoir renaît aujourd'hui. En effet, merci beaucoup Pauline. Et pour voir comment sur le terrain, justement, ces investigations vont être menées, on en parle avec un spécialiste, Marc Rolland, vous êtes capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association des gendarmes citoyens. Alors, la procureure de Strasbourg, on le disait, est très confiante, très optimiste. Elle estime que cela devrait, je cite, permettre de localiser l'adolescente. En quoi ? Justement, on souhaite que cet optimisme soit concret, puisse se solder par une avancée majeure et pourquoi pas définitive de ce contentieux judiciaire qui dure depuis plus de 10 mois. Et effectivement, comme le disait votre invitée, Madame Pauline, qui a très très bien résumé la phase technique et scientifique de cette approche procédurale des investigations judiciaires, on a pu créer désormais de manière factuelle et procédurale un lien entre les scènes de crime, celle du lieu supposé d'enlèvement, celle également de ce véhicule et de cet ADN qui trace, qui relie ces différentes scènes de crime entre elles, à charge pour les enquêteurs d'apporter de la cohérence et de comprendre le mécanisme criminel qui a pu se produire. Justement, vous dites, Marc Rolland, les enquêteurs peuvent maintenant relier 2 points géographiques. Comment vont évoluer leurs recherches maintenant ? Alors, on peut exploiter, si c'est encore exploitable, si les données sont conservées dans les bases, et je pense notamment à tout ce qui est vidéoprotection, vidéosurveillance, où il y a une obligation légale d'effacer les images au bout de quelques jours. Si ces images ont pu être conservées, effectivement, il y a matière à exploiter la vidéoprotection, vidéosurveillance des différents sites traversés, des villes, des carrefours sensibles, mais également d'exploiter les péages, d'exploiter les fichiers ANTAI qui relèvent les infractions au code de la route, par exemple. Je pense aux excès de vitesse sur l'autoroute, le cas échéant, mais également à toute cette vigilance numérique que l'on traverse au quotidien, parfois sans s'en rendre compte.
Alors, il y a aussi cette question autour de l'ADN, justement. On le disait, ça fait 10 mois que Lina a disparu et donc on retrouve cet ADN 10 mois plus tard. Concrètement, comment est-ce que les enquêteurs ont travaillé pour trouver cet ADN? Comment c'est conservé? Comment est-ce que ça fonctionne, des recherches sur de l'ADN? Oui, votre question, elle est particulièrement pertinente parce qu'effectivement, juridiquement, scientifiquement, techniquement, on peut dire que Lina a été dans le véhicule. Pour autant, je vous mets au défi de dire à quel moment elle était dans le véhicule. L'idée, c'est bien de savoir dans quelle partie du véhicule elle a pu se trouver. Sur le siège avant, sur la banquette arrière, possiblement et pourquoi pas en matière criminelle dans le coffre. Autant d'éléments que la science va pouvoir abonder et identifier la nature de l'ADN. S'agit-il d'un ADN de contact, la peau, les chutes de poils, éventuellement les cheveux? S'agit-il d'un ADN issu de fluides? Je pense aux larmes, je pense à la sueur, je pense au sang. Autant d'éléments qui vont pouvoir identifier un début du mécanisme criminel mis en œuvre par le criminel. Évidemment, les enquêteurs ils vont chercher d'autres traces de tierces personnes qui ont pu être en contact avec Lina dans le véhicule. Et là aussi, leur localisation dans le véhicule va permettre d'orienter l'enquête. Oui, et la difficulté pour les enquêteurs, c'est effectivement de trouver un ADN exploitable, puisqu'il peut y avoir des superpositions d'ADN, plusieurs personnes qui se sont assises au même endroit, donc il peut y avoir une pollution, je dirais, mécanique de cet ADN qui conviendra effectivement de discriminer et effectivement, comme vous l'avez dit, savoir les places occupées par les passagers dans le véhicule à un moment donné. En tous les cas, c'est un point déterminant et ça illustre parfaitement ce qu'on dit depuis plusieurs mois sur notre plateau, que la science peut être au service de l'enquête. Et là, on peut le souligner aujourd'hui. Merci, Pauline Tout Revenat. à fait. Et juste pour reprendre, on est effectivement dans la science criminelle, celle que Locard et Bertillon ont développée il y a cela de plus d'un siècle, juste les avancées technologiques et scientifiques qui auront fait la différence durant ce siècle. Également dans l'actualité à 16h39, cette bonne nouvelle, la circulation des trains s'améliore au lendemain de cette attaque massive contre le réseau SNCF et c'est mieux, mais ça reste tout de même perturbé. Oui, 7 TGV sur 10 sont en circulation sur les axes nord, Bretagne et sud-ouest. Résultat pour les voyageurs, toujours 1 à 2 heures de retard. Il faut donc s'adapter. Milan Argelas avec Anne-Laure Bans, Hugo Dorsemène et Boris Karlamov. Alors qu'elle est en route vers la gare ce matin, Émilie reçoit ce message. Je dois prendre le train pour partir en vacances et il y a 1 heure de retard et je pense que ce ne sera pas qu'1 heure de retard. J'ai reçu mon message quand on était déjà dans le métro. Du coup, c'était trop tard pour moi d'attendre chez moi. Donc je vais juste attendre à la gare en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard. Le secret, s'armer de patience et rester attentif à la moindre évolution. Les panneaux de la gare Montparnasse affichent plusieurs trains retardés ce matin. Les usagers concernés préfèrent accueillir la nouvelle avec philosophie. Ce matin, en regardant sur l'appli, le train était maintenu. En revanche, il va mettre 45 minutes de plus. De toute façon, c'est les vacances, donc on fait avec et puis on s'organise en fonction. A priori, il n'y a pas de retard au départ et 1h10 à l'arrivée. Au moins, on peut arriver. On rentre chez nous. Des retards constatés aussi à Bordeaux, mais pour les passionnés de sport, une priorité, arriver à Paris à temps pour assister au match de rugby ou de basket. Il y a 10 minutes de retard et peut-être ils annoncent 1 heure à l'arrivée, ça passe pour arriver à Paris à l'heure au match aller. On va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va, déjà il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Selon les dernières prévisions de la SNCF, 7 trains sur 10 circuleront ce samedi vers le nord, la Bretagne et le sud-ouest, avec des retards d'1 à 2 heures à prévoir. Et parmi ces voyageurs qui ont été concernés, il y a notre journaliste Boris Karlamov, resté bloqué à Bordeaux depuis hier. Mais ça y est, enfin, le trafic a repris sur l'axe atlantique. Oui, une situation qui s'améliore ici en gare de Bordeaux-Saint-Jean après une journée d'hier pour le moins chaotique. Au moins 10 TGV sont partis depuis ce matin, depuis la gare de Bordeaux-Saint-Jean à destination de Paris-Montparnasse. Au total, ce sont 7 trains sur 10 qui circuleront aujourd'hui sur l'axe sud-ouest. Vous le savez, cette ligne à grande vitesse atlantique, elle a été impactée il y a maintenant plus de 24 heures par des actes de sabotage. Énormément de monde derrière moi et parmi ces passagers, il y a plusieurs dizaines de supporters de l'équipe de France de rugby à 7, puisque vous le savez, il y a des phases finales aujourd'hui. Des supporters qui se sont réveillés avec la boule au ventre ce matin, sans savoir s'ils allaient pouvoir et à temps rejoindre Paris pour assister à ces matchs. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages recueillis au micro de Florian Gourdin.
Stressant parce que nous on a 20 jeunes à amener, on ne savait pas si on devait y aller, pas y aller. Donc jusqu'à hier soir, un peu avant la cérémonie, on ne savait pas si on devait appuyer sur le bouton oui ou non. Et bon, on a fait le choix de se présenter demain ce matin, puis en espérant que ça avance dans la journée. Là on va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va, déjà il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Puis on a réussi à trouver même le retour pour dimanche, on a le train quand même qui revient. Même si on met plus de temps, au moins il y a du train, quoi. La situation qui va s'améliorer d'heure en heure avant un retour à la normale prévu pour lundi, annonce aujourd'hui donc du ministre des Transports démissionnaire. Et pour ce retour à la normale, il a fallu travailler toute la nuit à SNCF Réseau, travailler dans des conditions pénibles, sous la pluie parfois, ça ne facilite pas les choses. Mathilde Couvillers-Flornoy avec Théo Touchet et Bruno Ferraud. Celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est celui du DBC, il a été identifié comme pas stratégique. Dans ce poste d'aiguillage, l'heure est aux réparations. Les agents de la SNCF sont à la tâche. Ils doivent inspecter et réparer la 60aine de câbles endommagés par l'incendie volontaire. Un travail minutieux et long, car chaque câble contient au moins une 50aine de fils à vérifier. Ça consiste à couper des câbles, à faire des boîtes de jonction, à raccorder des fils, à vérifier si ces fils sont dans des bonnes conditions de réalisation. C'est une tâche qui est minutieuse et qui demande un peu d'expertise et qui doit être réalisée dans des conditions climatiques favorables. Et là, c'est pas vraiment le cas, c'est pour ça qu'on travaille sous des tentes. Ici, les réparations sont primordiales car 2 lignes de TGV se rejoignent en direction de Paris, notamment celle de Bordeaux et celle de Rennes. L'intégralité de l'axe atlantique est donc en jeu et sous haute surveillance. Le réseau est sécurisé, voilà, il y a des grillages, nous avons des caméras, nous faisons circuler des drones, nous avons une centaine d'agents qui se relayent donc nuit et jour sans interruption pour réparer au plus vite et remettre en état l'infrastructure ferroviaire et pouvoir faire circuler les TGV à nouveau à leur vitesse normale. Le réseau sera testé ce soir de 23h à 5h du matin. L'objectif est de retrouver un trafic complet d'ici lundi matin. Dans l'actualité olympique désormais, cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques que vous avez suivie hier, eh bien c'est désormais terminé. 22 millions de Français tout de même l'ont suivi devant leur poste de télévision. Un moment suspendu, magique, avec en point d'orgue cette hymne à la joie interprétée par Céline Dion du haut de la Tour Eiffel. Eh bien la star canadienne a quitté cet après-midi son hôtel parisien. Vous la voyez ici, saluée par ses fans qui étaient ravis de l'avoir revue hier sur scène. Enfin une scène un peu particulière, à la hauteur de l'événement. Depuis donc, la Tour Eiffel, pour ce tour de chant, elle n'avait pas chanté depuis 4 ans, Céline Dion. Et on n'oublie pas l'allumage de la vasque olympique de nuit dans le jardin des Tuileries. Une course finale, un relais final auquel a pris part le double champion olympique de judo, David Douillet. Il dit son émotion d'avoir pris part à la fête. Je vous avoue que cette toute fin de tableau où nous étions tous les athlètes ensemble réunis, avant que Marie-Jo ait dit allume la vasque, ça a été un moment qui, je dirais, pourrait tout résumer. C'est-à-dire, on était ensemble, c'était confiné, il n'y avait pas de spectateurs, et on s'est dit, toutes ces années, toutes ces générations que nous représentons là, toute cette diversité, toute cette complémentarité, eh bien, c'est précisément ce dont on a besoin en ce moment, et c'est ce que les athlètes vivent à l'intérieur du village olympique, c'est ce qu'ils vont vivre dans leur compétition, et c'est l'olympisme, c'est tous ensemble, on est capable de faire des choses absolument grandioses. Parlons-en justement de cette vasque olympique, elle aussi grandiose, cet anneau suspendu à 60 mètres au-dessus du sol, qui est donc allumé désormais, illuminé, attention, sans combustible, puisqu'elle est 100% électrique. 100% électrique et accessible gratuitement dans le jardin des Tuileries de 11h à 19h. C'est dans le centre de Paris où vous vous trouvez justement, Edgar Becquet. La pluie, ça n'a pas trop découragé les curieux ? Non, la pluie ne décourage pas les curieux, elle ne décourage pas les touristes. Au contraire, vous le voyez sur ces images de Joao Alencar, il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup de touristes ici du côté du jardin des Tuileries à Paris. Et vous la voyez justement, cette vasque olympique en plein cœur du jardin des Tuileries. On se trouve d'ailleurs avec Maxime, vous êtes venu d'Alsace. Bon, ça fait quoi de voir justement cette vasque arriver ici à Paris ? On était de passage et ça fait faire un petit détour, oui, pour observer quand même la structure et tout. Sympathique, beau cadre, sauf le temps. Donc, mais on profite quand même, malgré la pluie, on est quand même là, on profite. L'animation, c'est nickel.
Et ouais, on profite bien. Merci beaucoup Maxime. En tout cas, on vous souhaite un bon séjour. Vous la voyez donc, cette vase qui a été allumée hier par Teddy Riner et par Marie-Josée Pérec. On peut y assister si on fait de longues minutes de queue pour accéder au plus près de cette vase. Il faut par contre impérativement acheter des tickets sur Internet. Je dis acheter, mais ce serait plutôt de prendre tout simplement ces tickets puisque la billetterie est gratuite. On peut y accéder gratuitement ici au niveau du jardin des Tuileries pour assister au plus près à cette vasque olympique qui a donc été allumée hier. Merci Edgar Becquet avec Joao Alencar. Tout de suite, c'est l'heure de notre recette avec un chef. Et aujourd'hui, c'est Dominique Rizet qui est au fourneau et qui délocalise Faites entrer l'accusé en cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? La victime du poisson, forcément. Réalisation, Sébastien Rioux. Bonjour, je suis avec le très talentueux Cédric Hérimé. Bonjour Dominique. Chef de la table. La table, bonjour Cédric, c'est le restaurant de la grande épicerie de Paris. Voilà la scène de crime. Exactement. D'accord. La victime, c'est un bar. C'est un bar. Un bar, un poisson mort. Alors comme suspect, on a des courgettes trombolino, un petit verre de cébette. Sécurité au direct, écoutez Emmanuel Macron qui remercie pour la sécurité d'hier au JO. Le ministre des Armées, nos armées qui sont venus contribuer à vos côtés. Je remercie le général tout particulièrement, le gouverneur militaire de Paris. Parce que ce que vous avez fait hier, tout le monde nous disait il y a 7 ans que c'était impossible à faire. Rappelez-vous, moi je m'en souviens très bien. Tous les experts qui nous disaient c'est une folie criminelle, ça ne se fera jamais, nous n'y arriverons pas, c'est impossible. Tous ceux qui nous expliquaient qu'avec la menace terroriste, les risques que cela comportait, ce serait impossible. Et ça a été fait par votre travail collectif et l'investissement de la nation ces dernières années. En effet, les lois successives, les plans antiterroristes que nous avons montés, je veux saluer le travail remarquable de nos services de renseignement, DGSI, la contribution de la DGSE, les RT et tous les renseignements, mais bravo de ce qui a été fait et qui a permis en amont de préparer. La mobilisation extraordinaire de nos policiers, de nos gendarmes, des militaires qui sont venus contribuer avec Sentinelle. Je salue aussi évidemment la contribution de nos polices municipales et de la sécurité privée que vous avez contribué à former et à organiser. Et monsieur le ministre, monsieur le préfet de police, et évidemment je salue aussi le DGPN et le DGGN qui sont là à nos côtés. C'est un investissement extraordinaire. Hier, je crois qu'il y avait plus de 50 000 forces de sécurité intérieure mobilisées pour la seule cérémonie. Mais je le dis et je le redis, ces jeux sont possibles parce qu'il y a au total des centaines de milliers, plus de 250 000 forces de sécurité intérieure qui passeront l'été à protéger, à surveiller. Une fois encore. Et donc merci pour cela. Je veux remercier tous ceux qui à vos côtés ont contribué. Je n'oublie pas nos sapeurs-pompiers également qui étaient hier mobilisés pour cette cérémonie, une fois encore, monsieur le directeur général, et l'ensemble de notre sécurité civile, et qu'ils seront tout au long de ces Jeux, en plus de ce qui est fait par ailleurs lors des saisons qu'on sait si délicates. Et donc vous pouvez être fiers de l'ensemble des directions auxquelles vous appartenez ici présents, de votre ministère. Je remercie une fois encore les armées pour leur contribution. En vous remerciant aujourd'hui, je vais vous dire qu'on continue à être mobilisés. Et en effet, on sait qu'on a encore les épreuves. Vous l'avez démontré admirablement ce matin, monsieur le préfet de police. Les semaines à venir vont continuer à être difficiles, même si on a passé une étape qui était fondamentale. Mais je vous demande d'être mobilisés, et on le sera tous à vos côtés, jusqu'au jour d'après, et donc au 8-9 septembre, quand on pourra enfin souffler, pour revenir au quotidien, si je puis dire. Mais jusque-là, la mobilisation doit être constante pour les Jeux Olympiques, puis les Jeux Paralympiques. En tout cas, une fois encore, en étant à vos côtés aujourd'hui et parmi vous, je tenais à vous exprimer la gratitude de la nation, ma gratitude, à vous dire que cela n'aurait pas été possible sans les investissements et tout le travail que vous avez réussi à effectuer ces dernières années et votre extraordinaire engagement et détermination. Et donc merci infiniment pour cela. Vous pouvez être très fiers de ce qui a été fait hier et de ce que vous faites chaque jour. Pour ma part, je suis très fier de vous. Merci monsieur le ministre, merci monsieur le préfet de police, et je remercie l'ensemble des directrices et directeurs généraux qui sont ici présents à vos côtés, et vous en général. Merci à tous. Merci à vous.
Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron que vous venez d'entendre en direct, le président de la République qui était à la préfecture de police, donc près du préfet de police Laurent Nunez. Vous l'avez vu également du ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. On en parle avec vous, Alexis Cuvillier, du service politique de BFM TV. On a entendu le président qui a tenu à remercier individuellement tous les services qui ont participé à la réussite de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à savoir la police, les gendarmes, les militaires, mais également les services de renseignement, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile. Il a fait vraiment un listing très détaillé et exhaustif pour remercier toutes ces forces qui ont permis donc ce succès hier soir. Oui, c'était un déplacement surprise qui ne nous avait pas été annoncé. Nous l'avons découvert sur les images du pool présidentiel qui suit habituellement les déplacements du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est rendu en toute discrétion à la préfecture de police de Paris. Il était aux côtés de Laurent Nunez, le préfet de police, et de son ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin. Vous le voyez sur ces images. Il a tenu, le chef de l'État, à remercier chaleureusement, très solennellement, disait-il, les différents personnels, notamment de sécurité, qui ont été impliqués dans la surveillance de ce qu'il s'est passé hier soir à Paris, cette cérémonie d'ouverture, ce spectacle qui a rendu nos compatriotes fiers, a dit le chef de l'État, le président de la République, qui s'est aussi adressé pendant plusieurs secondes à tous ceux qui nous disaient que c'était impossible. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, beaucoup de messages de personnes qui se disaient parfois expertes sur des questions de sécurité, qui estimaient que ce spectacle ne serait pas possible, qu'il fallait un plan B. Et Emmanuel Macron, évidemment, ne s'est pas privé de rappeler que ce spectacle magnifique que l'on commente depuis hier soir a bien été possible grâce au travail notamment des services de renseignement, des services des policiers. Il y a donc eu ce remerciement très sincère. Il a parlé d'exploits de sécurité grâce à vous, grâce aux policiers, le président de la République cet après-midi à la préfecture de police de Paris. Merci Alexis Cuvillier. Évidemment, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur ces déclarations surprises du président de la République. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite.